Il était riche, respecté, craint même. Patrice Kwasi, un vieux lion d'Afrique, avait tout bâti de ses mains, un empire, une dynastie, un nom qui faisait trembler les murs du pouvoir. Mais à la fin de sa vie, il a fait ce que peu d'hommes osent faire. Il a simulé sa propre mort. Oui, mort. Juste pour voir. Voir le vrai visage de ses enfants. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont osé faire, va vous glacer le sang. Manipulation, trahison et jeu d'héritage. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que vous allez découvrir va tout changer. Abonnez-vous, activez la cloche. Et préparez-vous. Dans les hauteurs feutrées de Cocody Ambassade, là où les murs sont si hauts qu'on ne voit pas les hommes qui y vivent, résidait le patriarche, Patrice Kwasi, un nom qui faisait trembler les couloirs du pouvoir autant qu'il nourrissait les rêves des jeunes entrepreneurs. Il n'avait pas hérité, il avait construit, brique après brique, dans la poussière, sous le soleil, à une époque où personne ne croyait en lui, pas même sa propre famille. Et maintenant, il possédait tout, société de construction, réseau de transport, hôtel, banque, même un média national à son nom. Mais malgré la grandeur de ses affaires, ce qu'il chérissait le plus, c'était sa descendance. Ils étaient quatre enfants nés de sa défunte épouse, Clarisse, morte trop tôt d'un cancer silencieux. Patrice n'avait jamais refait sa vie, il disait que personne ne pouvait remplir l'espace qu'elle avait laissé. Depuis ce jour, il s'était juré de protéger ses enfants comme un lion veille sur sa meute. Chaque enfant avait grandi avec des privilèges, oui, mais aussi avec une éducation rigoureuse. Il parlait 3 langues, avait étudié dans les plus grandes universités d'Harvard, la Sorbonne, Johannesburg et chacun avait été placé dans l'une des branches stratégiques de l'Empire. Franck, l'aîné, sérieux, méthodique, toujours dans les chiffres, était le directeur général du groupe Kwasi Finance. Il était le cerveau financier de la famille, celui qui gérait les portefeuilles, les investissements, les retours et les prévisions. Malik, le deuxième, impulsif mais efficace, s'occupait de la logistique et des infrastructures. C'était lui qu'on voyait sur les chantiers, casque vissé sur la tête, téléphone greffé à l'oreille, haranguant les ouvriers comme un chef militaire. Josiane, la seule fille, était l'image publique. Belle, éloquente, redoutable en affaires, elle maniait les relations comme une virtuose. Elle était la porte-parole de la famille, celle qu'on voyait dans les journaux, sur les plateaux télé, dans les grandes conférences internationales. Et enfin Stéphane, le Benjamin. Moins visible, plus discret, mais très intelligent. Il s'occupait de la division immobilière, gérant les projets de résidence, de tours de luxe, et les acquisitions foncières. Beaucoup pensaient qu'il était le plus doux. Patrice, lui, savait que le silence cachait parfois la plus grande ambition. Tous les 4 travaillaient dans les sociétés de leur père. Ils vivaient dans des villas séparées mais se retrouvaient souvent autour du patriarche. Dans le grand salon marbré de la résidence familiale, les repas du dimanche étaient sacrés. Patrice parlait peu, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Il savait lire les silences, observer les regards, décrypter les soupirs. Il avait été formé par la vie, et la vie ne donne pas de diplôme, elle donne des cicatrices. Et pourtant, malgré l'équilibre apparent, quelque chose changeait. Depuis quelques mois, Patrice ressentait un malaise qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas dans les chiffres, les rapports étaient bons, les courbes montaient. Ce n'était pas dans les résultats, les projets avançaient. Mais dans l'attitude. Les regards trop fuyants, les sourires trop rapides, les silences trop longs. Il avait appris à sentir l'orage avant qu'il ne tonne. Et un jour, comme un murmure dans l'ombre, une rumeur lui parvint. Ce fut un vieil ami de confiance, Kwame Yapo, l'un des plus anciens partenaires de Patrice, qui lui glissa la phrase. « Frère, fais attention à ton propre sang. Ce n'est pas toujours le couteau du dehors qui fait le plus mal. » Il avait dit cela un soir, devant un verre de vin, presque à voix basse, comme une confidence qu'il n'avait pas envie de faire, mais qu'il ne pouvait pas taire. Patrice n'avait pas répondu tout de suite. Il avait juste levé les yeux, planté son regard dans celui de Kwame. Il savait que son ami ne parlait jamais sans raison. Depuis ce soir-là, Patrice ne dormait plus vraiment, il ne s'agissait pas d'avoir peur, non. Il avait vu pire. Il avait vécu les trahisons, les coups bas, les faux partenariats, les escroqueries. Mais l'idée que la menace vienne de sa propre maison, de ses propres enfants, c'était une douleur d'un autre genre, pas celle qui fait hurler, celle qui te ronge en silence. Il se mit alors à observer, discrètement, les retards aux réunions. Les tensions entre ses fils, les absences de Josiane au conseil d'administration, les nouvelles voitures achetées sans approbation. Les virements bancaires non justifiés. Il ne disait rien, mais tout s'imprimait dans sa mémoire. Comme un juge silencieux qui accumule les preuves avant le verdict. Une nuit, Patrice se leva vers 3 heures du matin.
Il traversa le couloir sombre de sa maison, s'arrêta devant la bibliothèque de son bureau, et ouvrit un tiroir secret, à l'intérieur, un petit carnet en cuir noir. Il s'assit, alluma la lumière douce de sa lampe de table, et commença à écrire. Pas des chiffres. Des pensées. Des observations. Des noms. Des faits. 15 avril, Franck a modifié un contrat sans m'en parler. Pourquoi? 18 avril, Malik s'est énervé quand j'ai parlé de succession. 21 avril, Josiane a refusé de répondre sur les dépenses publicitaires. 24 avril, Stéphane a rencontré discrètement un de nos fournisseurs. Chaque page était une pièce du puzzle, et chaque page confirmait ce qu'il ne voulait pas croire. Mais Patrice ne voulait pas agir à l'émotion, il voulait comprendre, il voulait savoir jusqu'où ses enfants étaient capables d'aller. Est-ce qu'il s'agissait seulement d'imprudence? D'envie de liberté? Ou d'une vraie trahison en préparation? Il convoqua discrètement 2 anciens collaborateurs, désormais à la retraite, mais d'une loyauté inébranlable. Des hommes de l'ombre, qui savaient enquêter sans bruit. Il leur donna un seul ordre: surveillez-les tous, ne laissez rien passer. Pendant ce temps, la vie continuait, en apparence. Le dimanche suivant, comme d'habitude, ils étaient tous réunis autour de lui. Rire, discussion, souvenirs partagés. Malik parlait fort, Franck vérifiait son téléphone, Josiane racontait une interview récente, Stéphane restait comme d'habitude en retrait, observateur. Patrice les regardait, silencieux, il se demandait, avec une angoisse qui lui serrait le cœur, lequel d'entre eux serait le premier à le poignarder. Et ce jour-là, en croisant le regard de Franck, il vit quelque chose d'étrange. Une impatience, une nervosité masquée, un regard qui calculait, pas celui d'un fils, celui d'un homme qui attendait la fin d'un règne. Les semaines passèrent, et Patrice Coissy se faisait de plus en plus discret. Il évitait les grands bureaux. Il laissait les réunions stratégiques entre les mains de ses enfants, officiellement, il se reposait, officieusement, il observait. Ses enquêteurs de l'ombre lui faisaient régulièrement parvenir des rapports codés, rien de spectaculaire, juste des mouvements suspects, des rencontres inhabituelles. Des virements camouflés dans des lignes budgétaires anodines. Mais ce n'était pas ce qu'il voyait qui l'inquiétait le plus. C'était ce qu'il ne voyait pas. Le manque d'inquiétude, l'absence de sollicitude. Pas un seul de ses enfants n'était venu le voir en privé, en dehors des réunions formelles. Pas une fois, il ne lui avait demandé comment il se sentait, ce qu'il voulait pour l'avenir, s'il avait des projets personnels. C'est comme s'il était devenu invisible, un trône sans roi, un coffre sans âme. Un soir, il se retrouva seul sur la terrasse arrière de sa maison, le regard perdu dans les lumières d'Abidjan, une brise légère soufflait, mais il avait froid. Pas au corps, au cœur. Il pensa à Clarisse, sa femme, à ce qu'elle dirait aujourd'hui, à ce qu'elle verrait qu'il ne voyait peut-être pas, une larme roula discrètement sur sa joue ridée, puis, comme un éclair, une idée traversa son esprit. D'abord absurde, mais irrésistible, il devait savoir. Vraiment savoir, voir ce qu'ils étaient capables de faire si lui s'éteignait. Le lendemain, il appela discrètement le seul homme en qui il avait une confiance totale, le docteur Désiré Yao. Son médecin personnel depuis 25 ans. Ils se retrouvèrent dans une clinique privée, à l'abri des regards. Patrice expliqua son plan. Je veux qu'on croie que je suis mourant, un cancer, quelque chose d'assez grave, tu vas m'aider, je veux voir comment mes enfants vont réagir, quand ils penseront que je n'ai plus que quelques semaines. Je veux voir ce qu'ils vont faire entre eux. Je veux savoir la vérité. Le médecin hésita, c'était risqué, éthiquement limite, mais en regardant dans les yeux de son vieil ami, il comprit que ce n'était pas une lubie, c'était une nécessité, une urgence d'homme brisé. Très bien. Mais ce sera un rôle, et un rôle, ça se joue jusqu'au bout. Patrice hocha la tête, et ainsi, le piège fut tendu. Une semaine plus tard, l'annonce tomba comme une pierre dans un lac paisible. Un message fut envoyé aux 4 enfants, les convoquant d'urgence à la clinique Sainte-Catherine. Le ton était grave, sans détail. Chacun laissa tomber ses activités, croyant à un accident ou à une attaque soudaine. Quand ils arrivèrent dans la salle d'attente blanche et froide, le docteur Désiré Yao les reçut avec une mine lourde, les sourcils froncés, les traits tirés. Votre père est souffrant. Les examens révèlent une forme avancée de lymphome. Nous avons commencé un protocole, mais ses chances sont faibles. Très faibles. Silence. Chacun réagit à sa manière. Franck serra les dents, sans dire un mot, Malik tapa nerveusement du pied. Josiane ouvrit grand les yeux, puis détourna le regard. Stéphane, lui, s'assit, lentement, posant ses mains sur ses genoux, le visage figé. Le médecin ajouta. Il souhaite vous parler,
un à un, dans sa chambre, mais il ne veut pas vous voir tous ensemble. C'était une mise en scène, chaque mot avait été soigneusement préparé. Le père regardait, derrière un miroir sans teint, les visages de ses enfants, il les observait comme un spectateur d'un théâtre tragique dont il était lui-même l'auteur. Josiane entra la première. Elle pleura, ou du moins, elle essaya. Quelques larmes étouffées, beaucoup de discours sur le courage, sur la reprise des rênes, sur la nécessité de déléguer désormais. Patrice ne répondit presque pas. Il se contenta d'un sourire faible. Mais il avait tout noté. Franck entra ensuite. Lui parla peu, très peu, il regarda son père dans les yeux, posa une main sur l'épaule, puis dit « Je ferai ce qu'il faut ». Mais dans ses yeux, Patrice ne vit ni tristesse, ni peur, il y vit du calcul, du futur, un regard de comptable qui sait que l'héritage est déjà en route. Puis Malik, fidèle à lui-même, il parla trop, fit des promesses, jeta des regards autour de la chambre comme s'il évaluait déjà à quoi servirait l'espace une fois vide. Enfin Stéphane, le plus jeune, le plus silencieux, il entra sans dire un mot, s'approcha, et s'assit. Il regarda son père pendant de longues secondes. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il. Le vieux Kwasi ne répondit pas, il détourna les yeux, comme s'il ne pouvait plus jouer. Stéphane resta là, quelques minutes, puis se leva. « Tu nous testes, hein ?» Il sortit. Patrice resta seul, le cœur serré, car dans cette dernière phrase, il ne savait pas s'il devait voir de la lucidité, ou un autre type de menace. Et à partir de ce jour, le manège commença vraiment. À peine 2 jours après l'annonce de la maladie, le grand salon de la villa familiale, désert depuis des semaines, se remplit de voix basses, de pas nerveux, de regards qui ne se croisaient plus. Patrice, toujours à la clinique, observait tout à distance. Grâce à ses caméras internes, à ses espions silencieux, il assistait sans être vu au naufrage de ce qu'il croyait être une famille. Franck convoqua ses frères et sa sœur pour une réunion d'urgence. Pas au siège de l'entreprise, non. Chez lui. À huis clos. Papa est en train de partir, on ne peut pas rester comme ça, sans rien structurer, vous savez tout ce qui est en jeu. Josiane, assise droite dans le fauteuil, jouait encore la sœur équilibrée. C'est trop tôt, Franck, il est encore en vie. Justement, il faut en profiter, il faut qu'il signe ce qu'il doit signer pendant qu'il a encore toute sa tête. Malik grogna. Signer quoi? Tu veux lui arracher le testament, c'est ça? Tu comptes lui faire dire que tout revient à toi. Franck ne bougea pas. Tu crois que je vais continuer à vous couvrir si je n'ai aucune garantie? C'est moi qui ai maintenu les comptes à flot pendant des années. Vous voulez me pousser dans la fosse, alors que c'est moi qui ai construit ce que vous gérez. Josiane claqua la langue. Toi? Tu as construit quoi, Franck? Tu as volé, manipulé, maquillé les chiffres, et maintenant tu veux jouer les sauveurs? Stéphane, jusqu'ici muet, soupira. Vous entendez ce que vous dites? Papa n'est même pas encore enterré que vous êtes déjà en train de vous étriper. Franck se leva brusquement. Lui, il n'a jamais rien compris, il attend qu'on lui serve l'héritage sur un plateau. Mais ça ne marche pas comme ça, le pouvoir, ça se prend. Ça ne s'hérite pas. Patrice regardait tout. Chaque mot, chaque geste, sa gorge se nouait. Les jours suivants furent pires, Malik se rendit au notaire de la famille pour tenter d'obtenir une copie du testament. Josiane appela discrètement un avocat fiscaliste. Stéphane, lui, s'enferma dans un silence opaque, il ne parlait plus, mais ses déplacements étaient plus fréquents. Il allait voir des amis d'enfance, des partenaires étrangers. Il préparait quelque chose. Et pendant ce temps, le vieux patriarche se faisait soigner pour une maladie qu'il n'avait pas. À chaque injection fictive, chaque goutte de sérum stérile, il sentait davantage que ce théâtre allait révéler le pire. Il se surprit à murmurer un jour, seul dans sa chambre. « J'ai tout donné. » Et pourtant, ils n'ont rien appris. Puis vint le moment où l'équipe médicale annonça la phase terminale. Monsieur Kwasi est en train de s'éteindre. Il ne lui reste que quelques jours. Ce fut le détonateur. L'annonce de la phase terminale eut l'effet d'une déflagration silencieuse. Les enfants se réunirent dans la villa familiale sans même l'accord du père, comme s'ils occupaient déjà une maison abandonnée. Franck arriva le premier, accompagné d'un avocat en costume gris. Il avait des documents en main. Il exigea une réunion, pour mettre à plat les choses. Malik ne comprit pas tout de suite, mais Josiane, elle, sentit l'odeur de la trahison. « Tu veux qu'on signe maintenant, c'est ça ?» Il n'a plus toute sa lucidité. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est acter les choses, pour le bien du groupe. Je propose une répartition équitable, je prends les sociétés financières et la banque. Malik garde les chantiers. Josiane les relations publiques. Stéphane, il hésita, tout le monde se tourna vers le Benjamin. Celui qui n'avait rien dit, mais qui savait beaucoup.
Je n'ai pas besoin de votre accord, murmura Stéphane, j'ai déjà vu le notaire, j'ai vu le testament. Et je sais ce que papa a prévu. Le silence tomba, lourd comme une menace. Josiane fronça les sourcils. Tu bluffes. Non, je vous observe depuis des semaines, vous me prenez pour le plus faible, mais c'est moi que papa appelait tard le soir, moi qui l'envoyais en mission discrète, moi qui le préparais, en silence. Franck explosa. Tu veux tout prendre, hein? Tu crois que ton petit rôle de fils modèle va te protéger? Malik intervint. Assez. Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. On est là à se battre comme des vautours, alors qu'il respire encore. Mais personne ne s'arrêta. Les accusations fusaient, les secrets étaient éventrés en public. Josiane avoua qu'elle avait ouvert un compte offshore à Dubaï avec l'aide d'un partenaire que son père détestait. Malik confessa qu'il avait vendu une partie des matériaux de chantier pour s'acheter une villa en Espagne. Franck, lui, révéla que l'entreprise avait falsifié plusieurs bilans pour obtenir des crédits internationaux. Stéphane écoutait, calme, froid, lointain. Pendant ce temps, à la clinique, le docteur Désiré regardait son patient, impassible. « C'est l'heure » demanda-t-il. Patrice, les yeux fermés, répondit. « Oui, il est temps de ressusciter. » Le jour était gris. Une de ces matinées lentes où le ciel lui-même semble se méfier du soleil. Les enfants étaient réunis dans le grand salon de la résidence familiale. Chacun dans son coin. Aucun ne parlait. L'atmosphère était lourde. Le bruit des horloges était presque une insulte au silence. Ils attendaient. Attendaient que l'appel vienne. Celui qui annoncerait la fin. Mais ce fut une voiture qui rompit l'attente. Une berline noire s'arrêta devant la maison. Deux hommes en descendirent. L'un d'eux, le docteur Désiré. L'autre, Patrice Coissy. Droit. Vivant. Fort. Il entra sans bruit. Pas un mot. Pas un sourire. Le seul son fut celui de ses chaussures sur le carrelage. Et soudain, tout le monde se leva. Instinctivement. Comme happé par une force ancienne. Le père était là. Le regard noir. Silencieux. Josiane recula d'un pas. Malik blêmit. Franck resta figé. Stéphane, lui, baissa simplement les yeux. Alors, c'est ça que vous êtes devenu quand je ferme les yeux. Sa voix claqua comme un fouet. Il s'approcha lentement de la table centrale, posa un dossier sur le bois brillant. Voilà les transcriptions. Vos conversations. Vos rencontres. Vos mensonges. Vos plans. Je sais tout. J'ai entendu tout. Vous avez été testés. Et vous avez tous échoué. Personne ne parlait. Il continuait. Je voulais savoir ce que valait l'héritage que je préparais. Et j'ai vu. Le pouvoir, vous le voulez. Mais le respect, vous l'avez enterré. Comme moi, vous pensiez. Puis il fixa chacun d'eux, les yeux dans les yeux. Malik, tu as vendu ma confiance contre une villa. Josiane, tu as trahi mes principes pour ta propre gloire. Franck, tu as tenté de me déshériter avant même ma mort. Et toi, Stéphane, tu as regardé tout ça sans intervenir. Tu as attendu. Le silence était total. Lourd. Implacable. Je ne suis pas mort. Mais quelque chose est bel et bien enterré aujourd'hui, la transmission que j'espérais. Il tourna les talons, se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Désormais, chacun de vous devra mériter ce qu'il veut. Il n'y aura plus de privilèges. Plus de faveurs. Plus de sang versé en vain. Il sortit. Et ce jour-là, pour la première fois, ce ne fut pas lui, mais ses enfants, qui se sentirent orphelins. Les jours qui suivirent furent étranges. Aucun appel. Aucun rendez-vous. Pas de réunion de famille. Rien. Juste le silence. Patrice Coissy avait quitté la maison familiale. Il s'était installé temporairement dans une propriété secondaire à Grand-Bassam, loin du bruit, du béton, des chiffres, et surtout, loin de ses enfants. Il avait éteint tous ses téléphones. Coupé tous ses liens directs avec ses entreprises. Il voulait réfléchir. Seul. Entendre à nouveau la voix du vent, pas celle des intérêts. Pendant 2 semaines, il relut son propre testament. 3 fois. Il relut les lettres de Clarisse, leurs échanges, leurs projets. Puis il convoqua un notaire. Pas l'ancien. Un autre. Plus jeune. Neutre. Il dicta un nouveau testament. Clair. Brutal. Irréversible. Une semaine plus tard, les 4 enfants reçurent une convocation officielle. Cette fois, ce n'était pas un piège.
Ce n'était pas une ruse. C'était le verdict. Ils furent accueillis dans un cabinet froid, sans fioriture. Le notaire ouvrit le dossier. Selon la volonté de monsieur Patrice Coissy, voici ce qu'il a décidé pour sa succession. Après réévaluation complète, il lut d'une voix ferme. Josiane ne reçut que les parts symboliques de l'agence de communication, assorties d'une clause, interdiction de revendre sans autorisation écrite du père. Malik se vit retirer la gestion des chantiers. Il hériterait, à terme, d'un terrain vague, sur lequel il devrait bâtir lui-même un projet viable, s'il voulait accéder à plus. Franck fut exclu de la direction financière, démis de toutes ses fonctions. Il garderait un salaire modeste, à condition de travailler sous la supervision d'un comité indépendant. Stéphane reçut une tâche étrange. Il ne recevait rien, sauf une fondation à créer. Une structure sociale pour les enfants déshérités. Avec, à disposition, seulement 1 million de francs CFA au départ. Rien d'autre. Mais s'il parvenait à faire vivre cette fondation pendant 3 ans, alors, et seulement alors, il deviendrait l'héritier principal de toutes les sociétés. Le silence qui suivit fut encore plus violent que les mots. Aucun cri. Aucune plainte. Rien. Patrice n'était pas là. Mais sa main pesait sur chaque ligne, chaque phrase. Il avait redessiné l'héritage non pas avec l'argent, mais avec la vérité. Quelques jours plus tard, dans une lettre manuscrite, il laissa ces mots. J'ai cru qu'aimer suffisait. Mais j'ai appris que l'amour sans épreuve fabrique des enfants qui ne savent pas se battre pour l'essentiel. Vous m'avez perdu vivant. À vous maintenant de prouver que vous méritez ce que je vous ai bâti. La lettre se termina sans signature. Le message était clair, un père peut tout donner, sauf sa dignité. Tu as regardé jusqu'ici? Ce que Patrice Coissy a découvert après sa fausse mort est pire qu'un cauchemar. Mais toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Abonne-toi pour ne pas rater la suite des histoires vraies et puissantes comme celle-ci. Active la cloche pour être averti dès qu'un nouvel épisode tombe. Et surtout, mets le drapeau de ton pays en commentaire pour qu'on sache d'où tu regardes cette vérité. À très bientôt.